Hello l'équipe, vous vous apprêtez à regarder le podcast que j'ai enregistré avec Nicolas Rigaud qui est triathlète de haut niveau. Malheureusement, on a eu des petits soucis techniques avec Nico sur l'enregistrement. Donc vous allez voir qu'à certains moments, il peut y avoir des coupures. J'ai fait en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et malheureusement, vous n'aurez pas la fin de l'échange que nous avons eu tous les deux. Mais vous avez quand même 1h20 de podcast où vous allez pouvoir tirer le max de valeur. Vous allez pouvoir avoir le parcours de Nico, comment avoir une résilience mentale sur des épreuves très longues, comment récupérer, comment avoir un bon mindset. Donc je pense que vous allez quand même en tirer pas mal de valeur. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la fin de l'échange avec Nico en commentaire, et parce que vraiment la deuxième partie était très intéressante. Je vous laisse avec l'épisode du jour et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Allez, ciao. Bienvenue sur le Train to Rehab podcast, le rendez-vous des sportifs qui veulent aller loin sans finir cassés. Je m'appelle Thomas, je suis kiné, coach et passionné de sport d'endurance. Ici, on parle blessures, performance, réathlétisation et même un peu de business pour celles et ceux qui vivent du sport et veulent en faire leur métier. L'objectif, te donner les clés pour mieux comprendre ton corps, t'entraîner plus intelligemment et continuer à progresser, que tu sois blessé, en reprise ou en quête de performance durable. Allez, on attaque l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Train to Rehab podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Nicolas Rigaud, qui est triathlète de haut niveau. Je vais vous faire une petite présentation de Nicolas, et puis après, pour avoir un petit peu son parcours, et puis Nicolas, il complétera juste après. Alors, Nicolas, tu es d'abord un excellent nageur. Tu as commencé à arpenter les bassins dès l'âge de 5 ans, et très jeune, tu t'imposes parmi les meilleurs avec plusieurs top 10 au niveau national. Mais depuis 2019, c'est en triathlon que tu te révèles vraiment. Membre du team Argon 18, tu t'illustres surtout sur les formats longue distance, là où, comme tu le dis si bien, tu cherches à visiter les abysses de ton âme. La saison dernière, tu termines 17e de ta catégorie au championnat du monde Alpha Ironman, et cette année, tu continues sur ta lancée, avec notamment une 3e place au Frenchman XXL, une 3e place dans ta catégorie au 70.3 d'Elsinore au Danemark et une 4e place au général. En 2024, tu découvres une épreuve hors norme, le T24, ce triathlon de 24 heures non-stop. Tu y brilles immédiatement avec 2 victoires en individuel, le record de l'épreuve avec 972 points et un record en natation avec 17 km parcourus en 4 heures. C'est justement lors de ta dernière victoire en Bretagne que je t'ai rencontré, impressionné à la fois par la performance, mais surtout par la simplicité de l'homme derrière l'athlète. Nicolas, bienvenue sur le podcast. Merci Thomas, bonjour à tous. C'est un plaisir d'enregistrer avec toi ce petit moment d'échange qui m'a l'air fort sympathique. Au top. Est-ce que tu as quelque chose à redire sur cette présentation, des éléments à ajouter? J'ai essayé d'être bref. Il y avait beaucoup de lignes, surtout avant, on va dire, l'ère Ironman. Il y a eu beaucoup de résultats, mais je me suis concentré sur les dernières années. Bah, écoute, tu as bien travaillé ta copie parce que tout est parfait. C'est vrai que, comme tu disais, ancien nageur et j'ai voulu changer un petit peu d'air et je commence sérieusement le triathlon maintenant depuis 4 saisons. Donc là, c'est la cinquième que j'entame. Et ouais, tout de suite, il me fallait du temps pour profiter de la course, donc ce qui veut dire des longues courses. Et c'est en juillet 2024 que je réalise mon premier distance full, donc l'XXL de Roth, le Challenge Roth, qui paraît le triathlon le plus populaire du monde en longue distance, voilà, où Sam Ledlow a fait une magnifique perf il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai eu la chance de le faire l'année dernière, c'était fabuleusement historique parce qu'il y a eu le record du monde par Ditlev, mais aussi par l'effervescence des Allemands dans le mur du Solerberg. Bref, j'ai touché cette distance full et je suis pas prêt de la quitter parce que je m'y sens bien comme tu le dis. Et puis le T24, c'est encore plus, mais avec des aspects intéressants de repousser ses limites physiques et mentales. Et c'est avant tout du partage. Et c'est là où on s'est rencontrés. Et voilà, je crois que tu as tout bien résumé et j'ai plus rien à rajouter, hein. Au top. Et du coup, pourquoi tu as fait cette transition de la natation où tu avais quand même d'excellents résultats, où tu performais bien, au triathlon justement? Et à quel moment, vers quel âge tu as fait cette bascule? Donc je suis parti en pôle espoir natation à 14 ans, dès l'entrée de ma seconde. Donc moi je suis originaire
du sud-ouest. J'ai grandi à Tarbes, donc c'est la frontière espagnole pour ceux qui connaissent pas trop. Donc je suis parti à Limoges. Et là, c'est vrai que j'ai découvert le sport de haut niveau parce que je m'entraînais que 4 fois semaine avant mes 14 ans en natation et je suis passé de 4 à 12. Donc là, ça a été vraiment une différence vraiment importante physiologiquement et physiquement. Et on pourra y revenir parce que je me suis tapé deux tendinites aux deux épaules d'un coup parce que on monte drastiquement et c'était pas aussi euh, intellectuel, je dirais, que maintenant la progression dans l'effort et le volume. Donc j'ai performé, c'est vrai, en natation, pas assez pour pouvoir espérer devenir professionnel ou être membre de l'équipe de France. Il faut savoir que sur un échantillon très grand de nageurs, il y en a un qui sort, voire deux tous les 5-10 ans. J'ai fait le tour, j'ai fait pas mal de choses, c'est vrai. J'étais dossiste, 50 centres de dos, et je me suis avoué à moi-même que c'était peut-être le temps de changer, de trouver de nouveaux objectifs, tout en gardant un pied dans l'eau. Et ben le triathlon, ça a été la parfaite découverte, puisque c'est à la fois dur et à la fois aussi plaisant, puisqu'on a trois sports en un. Et voilà, donc je pense que d'être nageur, d'avoir été nageur avant, ça, c'est un sacré avantage. Mais par rapport à mes collègues triathlètes qui, sont triathlètes depuis de nombreuses années, c'est un désavantage aussi parce qu'à pied, ben, c'est là où tout se fait, c'est là où se gagnent les triathlons. Alors qu'en natation, c'est là où ça se perd. C'est très intéressant la subtilité des Ouais. deux. Et du coup, bah, cette découverte de ce sport, elle est géniale et je la quitte pas depuis maintenant. Donc pendant mes études, je dirais depuis 2021, je fais du triathlon. Ok, génial. Donc c'est assez récent, Ah, mine c'est de très rien, récent, ouais. tu vois, parce J'avais que jamais avec roulé sur un vélo de route. J'ai découvert ça avec le vélo de mon père où on changeait les vitesses sur le cadre, le petit Peugeot en alu pour ceux qui ont connu. Ouais, donc c'est tout récent, mais c'est vraiment bien comme sport. J'adore, c'est génial. ouais, c'est vraiment top. Et du coup, là, t'es passé de 50, 100, 200, qui sont des disciplines très courtes, plutôt explosives. Si on compare ça avec de l'athlé, ce serait du demi-fond. Et là, tu bascules sur du très long, sur des efforts de 8 heures, même pas de 24 heures dernièrement. Pourquoi ce changement? Intéressante ta question. Euh, je pense que il y a sans doute une raison de catégorisation des entraîneurs. Donc, tel nageur sera sprinter, tel nageur sera fondeur. Moi, j'avais de l'aisance en dos, c'est vrai. Alors, j'ai jamais été très explosif. Je suis bon en sprint, mais pas excellent. Et j'ai jamais, je pense, eu la possibilité de m'exprimer sur 800 et 1500. J'en ai fait que très peu. Quand on regarde ma fiche sur la FFN, la Fédération française de natation, j'ai énormément de performances réalisées, mais en dos et en crawl, il y en a très peu, et en longue distance, il y en a encore moins. J'ai fait cette Mhm. analyse il n'y a pas si longtemps avec un pote nageur. Et c'est vrai que j'aurais pu peut-être faire de belles choses sur 800, 1500, mais je pense que c'est peut-être pas le moment. Et peut-être que je me suis découvert ce profil de fondeur un peu plus tard, avec aussi l'état d'esprit qui va avec. Parce que je pense qu'au-delà du profil qu'on a, il faut aussi l'accepter et se plaire dedans. Et en tout cas, aujourd'hui, je ne suis plus du tout sprinter, loin de là. Et je préfère largement des heures de course que plutôt une heure, voire une poignée de minutes. Ouais, yes. Et est-ce que tu as senti au début, là, dans ton début sur le triathlon, que justement, tu étais limité par cet aspect durabilité parce que tu t'entraînais surtout sur du court. Après, je suppose que en natation, tu faisais quand même beaucoup de volume. Tu devais sûrement Oui. faire pas mal de basse intensité aussi, même pour préparer du sprint ou du demi-fond. Mais est-ce que tu as senti une limitation sur cet aspect de durabilité?
Je pense qu'il n'était pas perceptible il y a quelques années, mais aujourd'hui, oui. Et ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est mes participations en Division 2 de triathlon avec Autun Triathlon, avec qui j'ai été pendant deux saisons. Et en fait, de me confronter à des coureurs qui font 15 minutes, voire moins sur 5 kilomètres, ça m'a fait comprendre. Moi, je courais entre 17,0 et 16,30. Donc c'est bien, mais c'est loin, loin, loin du top 10, top 20. Mais là, ça m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais peut-être des capacités limitées dans ce genre d'effort court et qui serait peut-être intéressant de voir ce que ça donnait sur long. Voilà, c'est là, je pense, où j'en ai vraiment pris conscience, c'est dans mes débuts du triathlon, où ben, le format court, c'était pas fait pour moi. Ou alors, peut-être que je suis pas fait pour le format court. Voilà, faut Ouais. prendre dans les deux sens. Ouais. Bah, c'est ça. Et puis, ça dépend aussi de l'entraînement que tu fais. Enfin, si tu venais t'entraîner que au sprint ou que sur du 5 km, tu vois, aujourd'hui, tu arriverais à acquérir un niveau qui serait énorme, j'en suis sûr. Mais c'est vrai qu'on a tous un profil je vais prendre en vélo ce que je connais bien, un profil de puissance qui va être plus ou moins endurant, plus ou moins explosif. Et après, c'est aussi en fonction de ce que tu développes. Mais du coup, voilà, euh, t'as senti que tu étais très bon dans les efforts qui duraient. Et est-ce que c'était quelque chose, t'étais bon dans l'aspect vraiment purement physique ou même il y avait aussi cet aspect mental, on va essayer de beaucoup y retourner parce que je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais où tu sentais que mentalement tu arrivais à te dépasser peut-être un petit peu plus que les autres. Alors plus que les autres, je sais pas, mais en tout cas, ça me plaisait de me dépasser physiquement en tenant mentalement une rigueur de se dire là, c'est impossible d'abandonner, c'est pas possible. Je pense que le fait qu'on en parle, ça me fait rappeler que, à mon avis, il y a un enjeu pendant l'enfance. Moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois frères et on a grandi dans le sport parce que mon père est un trailer. Donc, il a fait la Diagonale des Fous en 2014, il a fait l'UTMB, il a fait le GRP, deux fois le 220 km en trail. Donc, GRP, c'est le Grand Raid des Pyrénées. Donc, je vous laisse imaginer le dénivelé. Et on l'a accompagné avec mes frères la première fois qu'il le fait en 3 fois de 220. Moi, j'ai couru 90 bornes et 24 heures avec lui. Eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré. J'avais 17 ans, hein. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir été, d'avoir grandi dans ce paradigme-là, qui est le mien, m'a fait peut-être aimer ce domaine-là et créer une appétence. Et ça s'est vérifié avec le format backyard de l'Infinity Trail. Donc, pour ceux qui connaissent pas, euh, celui qui a inventé la Barclay, qui est la course trail la plus difficile au monde, avec 3 tours de 70 km sans orientation aux États-Unis, a créé un autre format beaucoup plus facile, entre guillemets, où c'est une boucle de 6,7 km à faire en moins d'une heure, départ toutes les heures jusqu'à l'infini. Donc 6,7 km, pourquoi? Parce qu'on peut ne pas marcher tout le temps, parce que c'est au-dessus de la vitesse de marche. Et au bout de 24 heures, ça fait 161 km et ça fait 100 miles. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et en France, on a quelques courses qui se sont créées autour de ce concept. Et avec mon père, on découvre ça par pur hasard et on le fait en 2022. Donc 2023, pardon. En 2023, je fais celui de Osgore, donc l'Infinity Ride d'Osgore, avec aucun objectif bien précis, parce que je voulais voir ce que ça voulait dire de tourner en boucle et de s'accrocher mentalement en fait à la dureté de la course. Et il s'avère que j'ai réussi à courir 30 heures et 204 kilomètres en ayant en record 43 km à l'époque de course à pied. Et ben j'ai kiffé. Les gens vont me prendre pour un taré, mais j'ai adoré en fait
ce phénomène qui s'explique par on met énormément de temps à arriver dans une zone qui est un peu de flottement, un peu de flou, où c'est extrêmement dur. On voit les gens souffrir aussi qui courent avec nous, et il y a une sorte de partage de cette souffrance. Et c'est assez intéressant à vivre. Et je me suis dit que je voulais absolument revivre ça. Et je pense que c'est là que j'ai compris que les formats longs, voire très longs, c'est ça qui me plaisait. En fait, j'éprouve du plaisir à prendre des dossards de ce genre de course-là. Alors, je suis bien au courant du pourcentage de gens qui kiffent ça, qui est assez faible par rapport à prendre un dossard de 10 bornes ou de 21 kilomètres. Mais moi, j'ai le sourire parce que vraiment, ça me fait vraiment kiffer, quoi. Le mec est complètement ravagé. Là, ben, et Donc du voilà. coup, là sur par exemple une course enfin sur l'Infinity Trail, tu m'as dit que tu avais tenu combien de temps? 30 heures. Donc 30 heures, ça fait 30 30 tours. heures. Parce que Ouais. un tour toutes les heures. Au bout d'une heure, tu dois partir. Si t'es pas présent, t'es éliminé. Et si tu finis pas en moins d'une heure, le tour, t'es éliminé. C'est vraiment le Ouais. format backyard, ça veut dire un homme debout. Et c'est génial, hein. C'est Ouais. génial. Yes, j'avais déjà vu ça, j'avais déjà vu ça passer et je m'étais dit que c'était vraiment un défi énorme. Et puis le fait que ce soit par élimination, ça te rajoute encore cette pression en plus. Exactement. Et sur ce format-là où tu viens courir 30 heures, est-ce que tu arrives à retrouver les mêmes sensations, par exemple sur un Ironman où toi tu vas être autour entre 8 et 9 heures? Ah, c'est une question qui porte à réflexion. Alors non, je vais pas être dans la même sensation pure et dure parce que on est sur deux efforts bien différents. Mais par contre, là où je peux transposer ça, c'est au Frenchman cette année, donc à Carcan. Il y a un moment à pied, ça a été très dur. Au 38e, donc c'est presque la fin, hein. Ça a été dur parce que j'avais tout donné en fait. J'avais couru à une allure assez intéressante pour mon niveau et c'était très dur. Et bien là, je pense que l'expérience vécue, que ce soit dans un T24 ou sur l'Infinity Trail, a repoussé un peu ses limites quand le premier niveau de douleur de ton corps te dit stop, puis après il te dit vraiment stop. Et le dernier niveau, faut pas y aller parce que c'est la blessure et c'est dur à percevoir. D'ailleurs, Mm. là, je parle que du positif, hein, mais derrière l'Infinity Trail, j'ai pas couru pendant 51 jours. Et on en reparlera si tu veux, parce que je sais que ton activité professionnelle tourne autour de bah, optimiser ses courses à pied pour courir sans douleur. Bah là, j'ai pas été non plus, je dirais, assez juste dans mon jugement, puisque je suis allé trop loin dans mes limites. Mm. Et ça me fait penser à Mathieu Blanchard qui a réalisé une course incroyable il y a quelques mois de ça au Groenland, il me semble, où il a Ouais. couru pendant 600 km ou je sais plus trop quoi. Et il C'était la disait sur Yukon, un je crois. podcast, ah exactement, il disait sur un podcast en fait, il faut vraiment être hyper lucide dans le degré de ta douleur, parce que tu as la douleur qui est acceptable, celle qui est dure et que la majorité des gens abandonnent à celle-là, mais c'est en fait, il faut juste la passer et t'es dans un autre niveau. Mais le dernier niveau, en fait, c'est là où bah, tu te blesses. Et je pense qu'il faut vivre une expérience où malheureusement tu accèdes à ce niveau-là pour essayer après de se dire, ah, là, je sais qu'il ne faut pas y aller. Donc, ouais, en tout cas, c'est très, très grandissant dans la façon de percevoir ton corps et ce qu'il essaye de te dire. Ouais, c'est- de ce que tu me dis, et moi j'ai un peu la même sensation pour être un peu rentré dernièrement dans ce monde de l'ultra, on va dire, entre guillemets. Euh, c'est que, en fait, c'est un apprentissage permanent, mais moi, enfin, selon moi, même le sport en général est un apprentissage permanent. Et du coup, ouais, il y a cette limite qui est très fine entre se dépasser, mais pas en faire trop. Enfin, tu l'as super bien résumé, parce qu'il faut arriver à se dépasser mentalement,
parce qu'on est toujours un peu freiné par plein de choses, des petites voix dans notre tête, etc. Mais sans non plus dépasser son niveau de capacité. Tu vois, on a tous un niveau, enfin, nos tissus, ils ont un niveau de capacité euh, enfin, qui a une valeur donnée. Et si le niveau de contrainte qu'on met, il le dépasse, et ben là, on va vers la blessure. Et c'est vrai que il y a cet aspect très fin. Euh, mais du coup, enfin, c'est vrai qu'il y a que en allant le chercher vraiment qu'on va arriver à le découvrir. Et ça, est-ce que tu arrives à aller le visiter à l'entraînement, justement, pour prendre ces sensations et te dire pendant la course, OK, là, je peux me dépasser, là, il faut que je ralentisse. Ou alors, il y a vraiment qu'en course que tu peux te dépasser comme ça. Euh, J'aurais tendance à dire non. Non, parce que l'entraînement, certes, t'entraînes pour la course, mais ce n'est qu'une simulation. Le jour de la course, il y a une effervescence, il y a une compétitivité, il y a un enjeu, il y a une foule, il y a des rencontres, il y a des aléas. Et en fait, ça ajoute du stress, le stress, qu'il soit positif ou négatif. Il y a des choses qui se passent physiologiquement et psychologiquement en toi qu'on ne pourra pas vraiment retrouver à l'entraînement. Et en plus, l'entraînement, rares sont les fois, voire jamais, où je fais un T24 pour m'entraîner, tu vois. Clairement. Mais ta question est très pertinente. Je pense qu'on peut essayer d'anticiper certaines choses, mais la véritable aventure se trouve sur le champ de bataille, vraiment. Mm. Parce que c'est quand même l'inattendu sur plein de trucs. Mm. Tu vois, si tu joues les places de devant, ben, la concurrence, comment elle se comporte, l'agressivité de la course, les aléas météo ou mécaniques, il y a plein de Mm. choses et je pense que vraiment on ne peut que accéder à certains niveaux qu'on parlait dans les passations de tes limites, enfin de passage, pardon, de tes limites, que en faisant des courses qui te laissent la possibilité de faire ça, en fait. En tout cas, de mon expérience, il n'y a qu'en course que je me suis poussé à ça. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'entraînement, ce serait pas très pertinent parce que il faut vivre quelque chose, en fait. Tu vois, le T24, Mm. ça a été dur pour tout le monde, quels que soient les points que tu fais, mais en fait, il y a du monde autour. Mm. Il y a les équipes de 2, les équipes de 4, les équipes de 6 qui te doublent. Et en fait, il y a une présence familiale, amicale, organisationnelle. Et tout ça fait que fait te comprendre que tu n'es pas seul à faire ce que tu es en train de faire. Et donc, tu peux aller même bien plus loin parce que tu as de l'aide impalpable, Mm. mais tu as de l'aide. Et le fait, tu vois aussi, de s'encourager mutuellement, cette réaction, elle est que positive parce que ce que tu donnes, tu le reçois. Donc, franchement, il n'y a que en course. Pour te répondre, je pense qu'il n'y a que en course. Après, c'est que mon avis. Mm. Ouais, yes. Et je voulais juste mettre une légère nuance. Il y a que en course, mais il faut quand même avoir un minimum d'entraînement parce que quand on parlait, là, ce que tu disais, ça veut pas dire qu'il faut se lancer sur un Ironman direct Ah non, non, non. pour choper ses Ah non, c'est pas ce que j'ai sensations. dit, hein. Je sais que c'est pas ce que tu Ah, voulais dire, hein, mais je veux le non, nuancer. Je ouais, veux. ouais, tu as bien raison de le faire parce que peut-être que c'était pas aussi compréhensible, mais en gros, pour répondre à ta question de est-ce que visiter ses limites c'est possible à l'entraînement, ben, je pense que non. Je pense que les véritables limites que tu passes sont en course, mais ne pas y aller sans être entraîné, enfin y aller sans être entraîné est une véritable erreur. Hein. Faut pas du tout faire ça Ouais, parce que si justement on veut ouais. aller jusqu'à ses limites, il faut être entraîné. Voilà. Ouais. Mais Il tu fais faut, bien. ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Si en course, tu as envie d'aller chercher la zone dont tu parlais là, où tu arrives à te surpasser, une espèce de zone un peu un état de flow, il faut être entraîné. Sinon, en fait, tu vas arriver à l'échec avant d'être arrivé à cette zone-là, tout simplement. Vraiment. Euh, je voulais juste aussi revenir sur, on a pas mal parlé de T24, mais on l'a pas forcément présenté parce que C'est vrai? c'est une épreuve qui est toute jeune,
qui est pas très connu. Moi, j'ai eu la chance de faire mon premier il y a maintenant 2 semaines. Ça fait 2 semaines tout pile. Toi, c'est Félicitations ton à toi, deuxième en d'ailleurs. solo. Ouais. Pardon? Euh, J'ai dit félicitations à Thomas parce que ça a été une belle perf et sur un T24 qui s'avère être le plus dur du circuit. Donc Ouais. bravo à toi. Bah, merci Nico, bravo à toi aussi parce que euh, la performance de Nicolas, elle a été énorme dessus. Donc pour rappel, le T24, c'est 4 heures de natation sur une boucle de 1 km. C'est 12 heures de vélo. Ici en Bretagne, c'était sur une boucle de 16 km avec 210 mètres de dénivelé. J'insiste bien sur le dénivelé parce que c'était épais. Donc il y a 3 bosses en 16 bornes. Euh, et, et du coup, 8 heures de course à pied sur une boucle de 4 km avec 90 mètres de dénivelé, modulo entre 2 et 5 heures, un petit détour de 3 km sur une petite île avec toutes les frontales et tout. C'était assez joli. Mais voilà, c'est une épreuve de C'est très 24 beau. heures où vous gérez votre allure. En fait, vous avez 4 heures pour faire autant de boucles que vous souhaitez sur la natation. Si vous avez envie pour valider l'épreuve, il suffit de faire une boucle de chaque pour vraiment la valider. Donc, en fait, chacun y va à son rythme, chacun y va avec sa stratégie. Si vous vous appelez Nicolas Rigaud, vous faites les 4 heures de natation pleine balle, vous partez au sprint et vous faites 17 km. Si vous appelez Thomas, bon, vous gérez sur l'épreuve de natation, sur le reste. Mais voilà, c'est vraiment euh, une chouette épreuve. Et toi, du coup, Nicolas, tu as gagné les 2 participations que tu as fait en solo. Tu as le record de l'épreuve en nombre de points au Touquet, il me semble, où c'était un parcours beaucoup plus plat, donc beaucoup plus Oui. propice pour marquer le plus de points possible. Tu as le record, du coup, en natation que tu as fait cette année. C'est quoi, enfin, ça représente quoi pour toi ce genre d'épreuve de 24 heures? Avant de te répondre, tu as juste oublié la subtilité qu'aujourd'hui, c'est possible de le faire quand même à 2, 4 et Ah 6, hein. oui, oui, exactement. Là, Thomas a présenté les individuels, qui est d'ailleurs, c'est le prémisse de la création de Charles Galland, qui est le créateur, qui dans la première édition l'avait fait que en individuel, en solo, et après les équipes de 2, 4 et 6 ont été ouvertes, et c'est une formidable aventure à vivre, qu'elle soit amicale, familiale ou Mm. voilà, professionnel avec vos collègues parce que en fait, on se soutient les uns les autres. Moi, je l'ai découvert à 4 et non seul. Et je pense que c'est peut-être même mieux, en fonction de votre niveau, de le découvrir en équipe, puis ensuite peut-être partir sur un solo. Alors Thomas l'a découvert en solo, mais il était loin d'être seul parce qu'il avait toute sa famille derrière lui, et ça, c'était cool. Ouais, exactement. Et puis c'est vraiment une Euh, fête. du, Ouais, pardon, je t'ai coupé, mais je voulais juste dire que ouais, c'était leur faire une petite pub pour qu'il y ait de plus en plus de monde, voilà, qui s'inscrivent là-dessus parce que c'est vraiment une fête du triathlon. Il y a une ambiance de folie et tout le monde s'encourage quand ils dépassent, que ce soit les individuels, les par équipe, et c'est vraiment ça te pousse à te surpasser. S'il y a un endroit où tu peux te surpasser, c'est vraiment là. Est-ce que tu connais un endroit où à 23 heures, il y a une sorte de petit Garo Rock Tomorrowland qui se crée pendant 25-30 minutes? T'as un autre endroit sportif autour du triathlon qui fait ce genre de choses? Je pense pas, enfin, pas de ce que j'en connais en tout cas. Ouais, parce que du coup, comme je le disais, à 23 heures, souvent en fonction des T24, bah, on a ce qu'on appelle le blackout. C'est une sorte de, voilà, de petit moment très très festif avec de la musique électro à fond, des fumigènes, des encouragements autour des cyclistes qui font que tourner. Et ça, c'est top. Et pour l'avoir vécu maintenant 4 fois, bah, 5 maintenant, bah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est une super expérience. Du coup, pour revenir à ta question, Thomas, comment j'ai vécu ça en individuel? Eh ben, à l'instar de toi, j'étais peut-être en individuel, mais j'étais loin d'être seul, puisque moi, j'évolue toujours avec ma compagne, que ça soit sur n'importe quelle course. Donc, même si j'ai un dossard rose, j'ai toujours l'or.
qui est avec moi et qui me soutient, qui m'accompagne, qui est une chef de la logistique hors pair. Et pour la petite histoire fort sympathique, on s'est rencontrés sur un T24. Sur mon premier T24 à Bormes-les-Mimosas, elle le faisait à 4, moi aussi. Et on s'est rencontrés dans la zone relais de la course à pied à 6 heures du matin, la tête pleine de fatigue. On se rencontre à ce moment-là. Et depuis, bah, on s'est plus quitté. Et c'est devenu, je dirais, une partie intégrante et vitale de mes déplacements sportifs et de mon quotidien. Ce T24, je l'ai vécu avec elle et je l'ai vécu aussi avec un couple de copains, Kevin et Capucine, à qui je fais un gros bisou, qui ont été super dans leur présence et dans leur soutien. J'ai vécu ce T24 assez bien. Je suis un peu déçu en natation parce qu'il a fait froid et il faut savoir qu'avec le froid, bah, on Mm. nage moins vite. Mais tu l'as vu pendant un certain temps aussi, toi. Le froid saisit et on a deux stratégies. Soit on continue à nager non-stop pour pas perdre de chaleur, soit on s'arrête régulièrement, on descend un peu en chaleur, on se remotive on se repose. Mais quoi qu'il en soit, le froid n'était pas notre allié ce jour-là. Et derrière, c'était un parcours tout plat, donc tant mieux. Pas du tout, non, non, non. Le vélo et la course à pied ont été aussi très solides. Et là, il y a eu beaucoup de soutien. Moi, j'ai pour habitude, depuis le Touquet, je fais ça, d'encourager tous les individuels à vélo, parce que en fait, ça fait une présence. Mm. Quand tu roules pendant un certain temps, tu vois un dossard rose, tu te dis, Mm. putain, Ouais. il y en a un qui est aussi tard avec moi, c'est top. Et ça, c'était top, et ça en a surpris d'ailleurs plus d'un. Mais je pense que c'est vraiment tu vois, le côté hyper fraternel d'un T24 qui est défendu par l'organisation et qui est très bien porté par les dossards roses. Voilà, pour ceux qui ont jamais fait de T24 en solo, savoir qu'on a un petit groupe WhatsApp avant la course où on se donne des tips, ceux qui en ont déjà fait, ceux qui en ont jamais fait. L'organisateur Charles donne des infos. Voilà, il y a une sorte vraiment de cohésion palpable qui est vraiment intéressant. Euh, et, et du coup, je te retourne la question à toi, Thomas. Comment as-tu vécu ton T24? Dis-moi tout. Bah écoute, moi, enfin, ça a été une découverte vraiment formidable, vraiment. En plus, j'arrivais un petit peu anxieux parce que déjà, je suis tombé malade une semaine avant la course, une espèce de petite angine, gros mal de gorge, de la fièvre. Je me suis dit, ouais, ça va être, enfin, pour tenir 24 heures, ça va être compliqué. Et ça m'a tenu jusqu'à la veille où j'étais encore un peu KO et je me suis réveillé le matin en pleine forme. Bon, ça allait là-dessus et un petit peu anxieux sur voilà comment ça va se dérouler, etc. Et en fait, il y a vraiment eu cette entraide qui a fait que bah, les doutes se dissipent très vite. Surtout qu'en fait, quand vous le faites en individuel, il y a une tente où vous êtes où il y a en fait, c'est un espèce de stand où il y a que les individuels. Et là, bah, à chaque fois que vous vous arrêtez, euh, bah, vous parlez à l'autre à côté, t'en es où, machin et tout. Donc c'est vraiment hyper chouette cette entraide et tu vois ce moment où j'ai réussi, je l'avais déjà senti quand je faisais pas mal de vélo dans mes années un peu plus jeunes, mais là je l'ai vraiment senti puissance 1000, ce truc où tu sens que t'as un down, c'était au bout de 6 heures du vélo où je m'étais arrêté au bout de 4 heures de vélo faire un premier ravitaillement. Je repars, je me dis que je vais refaire 4 heures. Et là, au bout d'une heure, euh, grosse sueur froide, je goûte. Et vraiment, je me dis, mince, d'un coup, ça arrivait d'un coup. Je me dis, mince, là, on est en plus, ça reste assez tôt dans l'épreuve puisque c'est à 9 heures. Tu te dis qu'il reste encore 15 heures de course. Et en fait, après,
tu te remobilises. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma copine aussi, Marie, qui était avec moi. Donc, pareil, qui m'a remobilisé, d'où l'importance d'avoir un bon entourage. Et après, impression de plus rien sentir, quoi. Et, euh, et de, euh, sur le vélo, de continuer au même rythme, comme un métronome, pareil sur la course. Et non, vraiment, c'était incroyable. L'ambiance, l'entraide. Quand j'entendais la roue lenticulaire de Nico me rattraper dans les bosses, j'avais toujours un petit encouragement, un petit conseil et tout. Donc, c'était vraiment cool. Donc, non, super bien vécu. Et puis, je sais même que l'année prochaine, ça va repartir sur un minimum, voire plusieurs dans l'année. T'as choisi lequel déjà ou pas? Pas encore, il y a celui de Borm qui me tente bien, euh, Euh, parce que l'eau Excellent sera choix. sûrement un peu plus chaude. Et, Ah oui, mais et pour toi, pour le faire maintenant depuis, bah là, ça va être ma troisième en équipe en octobre, donc la troisième fois. C'est vraiment le T24 à faire parce que l'eau est plus chaude, bien entendu. L'eau est pas si profonde, donc finalement, il y a une bonne vitesse à avoir, hein, enfin. Et le parcours est très beau et plutôt facile à pied. Alors facile, il est rapide, donc c'est plat, donc ça veut dire qu'il faut courir vite. Mais tu vois, tu fais le tour du port, tu reviens un peu dans le sable, légèrement, hein. C'est, je pense, le T24 le plus beau du circuit. Après, il y a le Mont Blanc qui vient de se faire, il y a l'île de Ré aussi. Mais si tu en dois en faire un, en plus, il est bien dans le calendrier, tu vois, il est un peu en fin de saison, ça peut être tu vois, le dernier objectif de saison. Et ben, si t'es chaud, viens en octobre, je serais très ravi de t'encourager si t'es en individuel. Bah carrément. Alors là pour cette année ça va être un petit peu serré, mais pour l'année prochaine, pour 2026 c'est sûr qu'il y en a un qui revient dans le calendrier. Euh, et puis Impec. après donc il y a celui de Bormes et je me dis oh, pourquoi pas refaire Carantec en Bretagne pour comme j'ai une marque, je sais qu'il y a déjà quelque chose, enfin, un score d'établi. Pourquoi pas le badge? Je sais que là, j'ai envie de bien m'améliorer en natation parce que mine de rien, une fois que tu as perdu des points en natation derrière, c'est, pour aller les rattraper, C'est c'est plus dur ouais, parce que ça c'est score plus beaucoup dur. la natation. Exactement. En fait, c'est, on l'a fait avec, j'ai pas présenté l'équipe sportive avec laquelle je cours. Mm, Je cours pour le Team Argonne 18 France depuis maintenant mm, 3 ans. C'est ma troisième saison. Et j'ai découvert le T24 avec cette équipe. Et on a le manager de cette équipe-là qui est fin analyste et très à l'aise avec les tableurs Excel, qui avait fait une sorte de tableur qui anticipait les chronos de chacun pour pouvoir prédire les meilleurs points. Et il s'avère que en fait, la natation est beaucoup plus prolifique en termes de points mm, mm, que le vélo et la course à pied. Et c'est là où il faut le plus scorer, comme tu dis, parce mm, que finalement, c'est là où les écarts se font. Mais quand on y pense, eh ben, c'est pareil dans le triathlon normal. C'est là où les mm, écarts se font le plus souvent entre les non-nageurs et les nageurs. Et à pied, c'est là où ben, le verdict se fait mm. entre ceux qui vont scorer de la même façon en natation. Donc finalement, les 4 heures de natte sont minutieusement bien réfléchies, je trouve. Il faut pas plus ni moins. C'est 4 heures sur Mm. 24, ça me paraît très bien. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais déjà vu des commentaires qui disaient, ouais, pourquoi il n'y a pas, enfin, pourquoi il n'y a pas 8-8-8, mais 4 heures de natation, c'est largement suffisant pour, euh, En fait, pour se faire plaisir. pour c'est vrai que ce genre de commentaire, c'est vrai qu'il peut venir facilement, mais ça provient peut-être de quelqu'un qui n'a pas peut-être fait de triathlon. Quand tu regardes un Mm, triathlon, on prend par exemple la distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 à pied. Euh, mm, le pourcentage de la natation dans la course est très infime. Donc mm, ça serait un petit peu étrange de voir que le T24 ça s'alignerait pas sur ce profil-là. Et ils ont raison parce qu'en fait, regarde, si à 40
qu'il y avait eu 8 heures, 8 heures, 8 heures, bah, c'est même plus intéressant parce que Mm, mm, quelqu'un qui vient qui nage pas beaucoup, bah, c'est fini, c'est mm, impossible. mm. Donc Ouais, les 4 carrément, heures, c'est très bien. carrément. Et là, donc on a soulevé un point intéressant sur le fait que la natation, que ce soit bah, là sur le T24, mais aussi même dans tout type de triathlon, que ce soit du S au XL, même en allant vers le XXL, c'est hyper important. Dans quel sens, enfin, pourquoi pour toi c'est hyper important? Moi, j'ai une petite théorie, je ne sais pas si tu vas la valider, mais pour moi, c'est pas forcément que tu vas creuser beaucoup d'écart sur ta natation, mais c'est plus sur le fait que c'est assez énergivore, la natation, et que quand tu es un très bon nageur, tu as tellement une bonne économie que derrière, en fait, tu vas avoir plus d'énergie à déployer sur le vélo et la course à pied. Eh bien, écoute, j'ai deux réponses à te donner. La première, c'est que les distances qu'on connaît actuellement de natation dans le triathlon, elles ont été un peu tronquées avec les gros labels de triathlon parce qu'ils se sont calés sur le pourcentage majeur de triathlètes qui est représenté, qui sont forcément pas nageurs, pas de très bons nageurs. En tout cas, je parle pas, Mm. d'excellents nageurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a une majorité de participants de triathlon qui sont bien plus rouleurs, coureurs que nageurs. Et donc, du coup, pour attirer les inscriptions de ce type de profil, il fallait réduire. Parce que historiquement, le championnat de France, par exemple, de L, donc de triathlon de longue distance, c'est 3 km en natation. Et aujourd'hui, les gros labels ont changé un peu la donne et c'est que 1900. Donc Mm. c'est quand même assez important et finalement c'est pas très juste. C'est pas très juste parce que oui, certes, ça avantage les nageurs, mais derrière, bah, ça avantage les coureurs et les rouleurs. Donc finalement, aujourd'hui c'est accepté et c'est très bien que la natation soit pas non plus une partie prépondérante d'un triathlon, mais je pense qu'elle est un poil trop courte. Parce que quand on regarde un full c'est 3800 mètres de natation. Le temps moyen, je pense, il est entre 1 heure, 1 h 10, 1 h 15. Je parle un triathlète entraîné, qui n'est pas forcément excellent en natation, mais qui nage bien. C'est 1 h 10. Sur le vélo, il peut passer entre 4 h 30, 5 h, 5 h 30. Et à pied, s'il court 3 heures, 3 h 30, 4 heures, c'est aussi pas mal. Donc en fait, on remarque que la natation, c'est un quart des autres disciplines Mm. si on est équilibré dans toutes les disciplines. Pourquoi Pourquoi Alors certes, c'est peut-être les écarts se font beaucoup, mais prendre 1 minute en natation, c'est bien plus dur que prendre 1 minute en vélo et en course à pied. Donc en fait, ça a été modifié par rapport à la représentation des profils de triathlètes qui sont plus nageurs, rouleurs, coureurs. Voilà, ça c'est la Mm. réponse, je dirais, d'un nageur qui a découvert la discipline il n'y a pas si longtemps et suite aux échanges que j'ai eus avec mon entourage. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. Et moi, j'avais toujours entendu que les meilleurs triathlètes étaient les meilleurs nageurs. Est-ce que pour toi, c'est vrai ça, Non, cette non, affirmation-là? Non. non. Alors, il suffit de voir qui est le champion du monde Ironman en ce moment. Mm. Il est allemand, il s'appelle Patrick Lange. Et Patrick Lange, c'est le meilleur coureur du circuit longue distance. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de la réponse. Et l'autre réponse, c'est quand j'ai commencé le triathlon, j'ai été entouré de gars qui faisaient du triathlon et on m'a dit que, et ça c'est resté dans ma tête, et écoute bien parce que je pense que tu vas bien le Mm. comprendre, un triathlon, tu le perds en natation et tu le gagnes en Mm. course à pied. En gros, Mm. si tu es mauvais nageur et que tu es excellent coureur, tu peux prétendre à la victoire. Ça dépend. Mm. Mais si tu es mauvais nageur
et mauvais coureur, tu as déjà perdu ton triathlon en Mhm. natation parce que les écarts sont trop grands. Et Mhm. si tu es très bon nageur et coureur moyen, tu peux aussi prétendre à la victoire. C'est un Mhm. peu d'ailleurs mon profil. Moi, je suis bon nageur, je suis Mhm. bon rouleur, et à pied, bah, je suis bon coureur, mais pas aussi bon que les très bons coureurs. Donc voilà, pour certains, le triathlon la course commence quand ils sortent de l'eau, et pour d'autres, le triathlon commence quand le départ est donné. C'est vraiment intéressant comme vision parce que il y en a beaucoup qui passent la natation vraiment difficilement et qui remontent, qui font que remonter, qui sont tout à gauche sur le vélo de la route. Et je pense que je peux pas parler en leur nom à ces profils-là parce que c'est pas ce qui m'arrive. Donc j'ai jamais vécu cette chose-là. Ça doit être aussi stressant et aussi motivant de doubler les gens. Mais moi, j'ai plus du monde qui revient et je suis chassé à pied. Donc, c'est une autre gestion et je peux pas parler au nom de ceux qui sont chasseurs en course à pied, en tout cas. Ok. Et du coup, toi, tu es sur la ligne de départ d'un Ironman, c'est à fond sur ta natation. Tu vas essayer par exemple, tu vas essayer de prendre le max de temps possible sur la natation, ou alors même là, tu vas avoir une espèce de gestion. Tu te dis, voilà, moi, je suis tellement bon nageur que, en fait, j'arrive à garder un certain rythme, une certaine vitesse, mais tout en étant dans l'économie et je vais sortir de l'eau, en fait, je vais être frais et je vais pouvoir bien gérer ma course derrière. Euh, En fait, il faut un juste milieu. Donc oui, la partie de natation est une partie très importante pour moi que je dois absolument pas rater. Et je dirais que sur une échelle de 1 à 10 de perception de l'effort, avec 1 étant souple, récup, tranquille, et 10 c'est du sprint, donc des efforts très courts, je suis environ entre 7 à 7,5 sur 10. Donc il y a de la gestion. Donc il y a toujours le départ sur les 200 premiers mètres assez fort pour sortir de ce groupe du Mhm. départ qui est souvent très très énergivore dans la lutte. Donc il faut sortir de là, ça peut durer 200, 400 mètres, voire des fois un peu plus. Et une fois que le groupe se crée, donc c'est ce qui s'est passé au Frenchman, on était 5 à peu près à 500 mètres. Donc on n'était plus que 5 et là on a pu poser la nage et nager à 7,5 sur 10. Et quand je sors de l'eau, donc oui, alors je dirais pas que je suis frais, mais en tout cas j'ai essayé d'économiser mon énergie. Mais là où je peux apporter maintenant un élément de réponse que j'aurais peut-être pas pu avant, c'est comme je cours aujourd'hui maintenant avec un cardio grâce au suivi que j'ai avec mon entraîneur. Je peux te dire que j'ai quand même une intensité de course qui est assez élevée en natation, puisque sur le vélo, je reste pendant au moins 15 minutes à des battements qui sont très élevés par rapport à ma zone cardiaque que je dois respecter à vélo, le temps que ça descende, parce que je suis sorti de la natation, j'ai couru dans la transition. Donc ça laisse aussi à l'esprit que la natation, même pour un nageur, c'est aussi très très intense. J'y laisse du jus, hein, bien sûr, mais Mm. en gestion. En gestion. Ok, ok, génial. Maintenant, j'aimerais qu'on bascule dans la partie entraînement, parce que pour Ouais. arriver à ces performances derrière, là, on a parlé du résultat qui est les places, le résultat, mais derrière, il y a un énorme travail qui est fait. Euh, c'est quoi une semaine type d'entraînement pour toi? Une semaine type qui est depuis pas longtemps parce que du coup, on l'a pas rappelé, mais moi je suis sapeur-pompier professionnel et j'ai décidé de mettre une pause à ma carrière professionnelle. Donc dans la fonction publique, on appelle ça une disponibilité pour me consacrer à 100% dans cette discipline du triathlon. Donc ça, c'est depuis le 1er mars 2025. Donc avant, j'avais un quotidien d'entraînement. J'étais entraîné par Bastien Kierankoff euh, qui me planifiait les séances en fonction des charges de travail professionnel qui étaient assez contraignantes. Donc j'étais en moyenne à 9 heures d'entraînement par semaine. Donc c'est pas grand-chose.
Je parle pour un triathlète, je dirais, qui court au niveau que j'avais. Donc voilà, par exemple, Roth, le premier full que j'ai fait 8h36 avec 9 heures d'entraînement. Et c'est pas grand-chose par rapport à ceux qui étaient à côté de moi et qui s'entraînaient 25 heures. J'ai voulu répondre à une question très simple en fait, c'est qu'est-ce que je vaux avec plus? Voilà, je me suis dit peut-être qu'il y avait quelque chose à faire et c'est d'où ce défi-là que je me suis lancé. Donc j'ai intégré le cercle performance, le cercle coaching, donc qui est une annexe du cercle performance où je m'entraîne avec eux donc entraîné par Julien Pousson et Marius, le deuxième entraîneur. Donc j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui bénéficier d'une planification assez professionnelle où je m'entraîne. Là, sur les grosses semaines, je me suis entraîné 19 heures. Donc bien sûr, il y a un respect de la progressivité parce que j'ai pas un quotidien de 25 heures d'entraînement semaine de triathlon. Donc on va y accéder progressivement, ça c'est l'objectif. Mais voilà, depuis le 1er mars 2025, donc c'est pas si ancien que ça, j'ai validé des séances, enfin des semaines à 19 heures. Donc en fait, je suis dans le début de ce processus-là de professionnalisation de mon entraînement. Et donc le meilleur reste à venir. Il faut respecter la progressivité dans le volume hebdomadaire. Et de belles choses restent à accomplir, je pense. On verra en tout cas. On verra. Yes. Et c'est quoi on va dire un peu la répartition des séances entre la natation, le vélo, la course à pied? Déjà, est-ce qu'elle est toujours la même ou est-ce que ça va varier? Est-ce que tu vas faire des blocs avec beaucoup de natation, des blocs avec beaucoup de course à pied? Ça varie énormément en fonction des blocs qu'on a à faire et des échéances qui sont à venir et des objectifs de travail. Moi, j'ai un gros travail à faire en course à pied, mais la course à pied, c'est très accidentogène si on court trop fort d'un coup. Et ça, je pense que tu en es très bien placé pour le savoir avec ce que tu fais. Donc, on n'a pas commencé à travailler spécifiquement la course à pied. On est plus dans une assimilation du volume hebdomadaire croissant. Je nage entre 3 à 4 fois semaine. Je roule entre 3 à 4 fois et je valide des semaines, c'est pas si impressionnant que ça, hein, je valide des semaines à 50 à 60 km de course à pied, en course à pied. Voilà, l'objectif c'est bien sûr d'augmenter ça, de nager continuellement 4 fois, de rouler 4 fois aussi, avec des grosses séances, des sorties longues et à pied, voilà, de monter mon volume hebdomadaire tout en respectant la progressivité. Parce que j'ai la chance de ne pas être blessé, voilà, d'accéder à ce genre de volume-là progressivement. Voilà, c'est fait en intelligence, mais ça reste très prenant. Une semaine de sportifs de haut niveau en triathlon. Et encore, je suis pas celui qui s'entraîne le plus. Là, dans le groupe, il y en a voilà, qui s'entraînent 27 heures. Donc, il faut du temps parce que 27 heures, c'est bien, mais il y a aussi le repos à prendre en compte. Et pour ça, voilà, il faut avoir le quotidien bien organisé et le côté financier aussi. Ouais. Et dans ce volume-là des 19 heures, est-ce que tu fais, quand on va viser des distances qui sont très longues comme ça, je suppose qu'il y a beaucoup de basse intensité. Oui, énormément. Euh, et c'est quoi un peu ta répartition entre basse intensité, haute intensité et même dans cette répartition de haute intensité, est-ce que tu vas travailler beaucoup à très haute intensité, tu vois, au-dessus de ton seuil 2, ou alors c'est beaucoup d'allures spécifiques, que ce soit dans tous les sports, en natation, en course à pied, en vélo? La basse intensité, elle est bien représentée en course à pied avec des blocs qui sont présents par semaine, entre 1 à 2 blocs vraiment intenses, spé longue distance. Mais je dirais que le pourcentage de basse intensité et haute intensité, c'est entre 75 à 75% basse intensité et, euh, ouais, et 25, je pense, ouais, c'est ça, haute intensité. Euh, mais ça diffère en fonction de l'échéance, en fonction de combien de temps il reste. Euh,
je dirais que je suis encore dans la découverte de ce modèle-là, qui ne fait que bouger parce que là, on arrive sur une période estivale où il n'y a pas de compète et où les blocs de volume haute intensité et basse intensité vont augmenter tous les deux. Et voilà, je pense qu'on est entre 70 et 30% les deux. Voilà. Ok, ça roule. Et du coup, parce que du coup, dans tes intensités, est-ce qu'il y a beaucoup de travail de très haute intensité ou alors c'est beaucoup d'allures spécifiques à tenir, tu vois, Euh, des 15, Par 20, 30 exemple, pour minutes le, à... ouais, ouais, Vas-y, dis-moi. pardon Thomas, excuse-moi. Par exemple, pour rebondir tout de suite sur ce que tu disais, en natation, ben, c'est énormément de travail de technique, de basse intensité, de variation d'allure, mais sur des courtes distances, type triathlon. Et ouais, c'est vraiment un équilibre à trouver et je pense qu'aujourd'hui, eh ben, c'est vraiment bien fait sur ma planification. Et à vélo, en tout cas, il y a sur les 4 séances que j'ai, il y a 2 séances vraiment basse intensité volume et puis les 2 autres où c'est du travail spécifique autour de 2 heures à 3 heures d'effort. Je Ok. parle Ok. de la séance en général, hein, de la sortie, Ouais. la série à l'intérieur, Mm. bien moins que ça. Mm. Bon, allez, on est reparti. Petite coupure. Il nous est arrivé enfin, il est surtout arrivé à Nico une petite dinguerie. Je te laisse raconter ça. Non, mais les gens, ils vont jamais y croire. C'est impossible. C'est d'ailleurs peut-être que vous avez vu la changement de qualité de ma caméra parce que c'est plus le même téléphone puisque Instagram s'est complètement quitté sur mon téléphone. Il m'a envoyé une alerte suspicion de connexion à votre compte Instagram. Localisation Grenoble. Donc moi, j'habite pas vraiment à Grenoble, donc je savais que c'était pas là. Et puis en plus, c'était vraiment dans un quartier bien précis. Donc j'ai dû changer mon mot de passe. Bref, ça n'a pas marché. J'ai changé de téléphone. J'ai pris celui de ma copine. Mais ouais, anecdote de dingue. Il fallait que ça tombe au moment précis où on enregistre un podcast. Cette Ouais, anecdote est totalement vraie. ouais, elle est totalement vraie. Ça me fait un quart d'heure. Nico ne répondait pas sur Insta. Je me suis dit, mais je sais pas, sa maison a explosé ou quoi. Mais non, c'est juste fait pirater. C'est Mais fou. voilà, C'est bon. voilà. C'est ouf. Bon, du coup, on en était sur la répartition des intensités. Et je crois qu'au moment où ça coupe, ma question c'était, euh, même pour un, un sportif d'ultra-endurance, on va appeler ça comme ça, tu vas toujours avoir des séances de très haute intensité dans ton entraînement. Ouais, et exactement. Pas plus tard que tout à l'heure, après l'entraînement de Nat avec mon coach, on s'est retrouvé autour d'un café et tu vois, il m'expliquait l'importance que ça avait de faire des courses bien plus courtes et intenses pour préparer le long. En fait, Mm. il faut valider certaines intensités hautes pour pouvoir courir vite et ensuite le transposer au format longue distance. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est faire des L donc des 70.3 ou des Elfs, c'est la même chose, pour pouvoir aussi valider des choses à pied en full. Donc c'est une stratégie qui se vérifie avec les plus grands. Hein. On voit Blumenfeld, Christian Blumenfeld, je pense le triathlète de longue distance le plus en forme de la planète. Avec Sam, hein, pas loin, qui fait des L, qui est très bon sur LM. Et voilà des autres grands noms, des Français comme Dylan Maignan aussi qui s'alignent sur des L et qui gagne Lanzarote en full. Donc voilà, je pense que c'est une stratégie qui se vérifie et où il faut être fidèle. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien schématiser ça quand tu vas faire ton gros travail de basse intensité, ça vient pousser toutes tes zones vers le haut. Et ton travail aussi de très haute intensité, il vient, lui, de l'autre côté, tirer toutes tes zones vers le haut. Et en final, bah, tu as un super effet sur tes allures, on va dire, bah, là, tu vois, qui sont peut-être pas forcément de la basse, enfin, légèrement plus que de la basse intensité, sur du long comme ça, sur du 70.3 ou de l'Ironman. Yes, du coup, on reprend une deuxième fois. On a encore eu une alerte, mais normalement là, C'est ça bon. devrait être OK. Du C'est coup, verrouillé. Nico, je te disais, donc là, on a parlé vraiment de l'entraînement, mais c'est que
on va dire, 50% du résultat, puisque pour progresser derrière un bon entraînement, il faut une bonne récup. Toi, quelle importance tu, euh, tu donnes à la récupération et qu'est-ce que tu mets en place pour récupérer au mieux? La récupération, c'est sûr que c'est une partie intégrante du quotidien dans lequel je me suis lancé. Du coup, ça vient déjà dans le sommeil. Le sommeil, il faut au moins respecter les valeurs qu'on se connaît. Moi, je suis un gros dormeur, je pense. Je dors minimum 8 heures, pas moins, parce que du coup, c'est pas bon pour la suite pour moi. Et là où, en fait, j'ai découvert certaines choses, c'est dans la nutrition à l'effort. En fait, quand on s'entraîne tellement, avec des volumes qui sont tellement importants, consommer des glucides pendant l'effort ne fait pas taper dans nos stocks qui peuvent entraîner de la fatigue musculaire et du ralentissement de la récupération, parce qu'on prend des calories tout de suite. Et ça, je l'ai vachement remarqué parce qu'avant, j'étais plus un peu à l'ancienne, partir sur ma sortie vélo avec une ou deux barres, une banane. Maintenant, là, toutes les demi-heures, je consomme un gel ou une barre, et j'ai vraiment cette récupération qui est optimisée et ça marche vraiment. Je me suis surpris en train d'enchaîner des séances qui étaient costauds en étant tout à fait frais. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, l'alimentation après les entraînements, entre les entraînements, est très importante. Et tout ce qui va être aussi, mais ça, je l'inclus plus dans la prépa physique, tout ce qui va être travail d'étirement, de mobilité, de souplesse. J'en fais énormément. Et ça, mine de rien, ça prévient des blessures et ça aide à la récupération lorsqu'on est habitué à avoir une mobilité dans nos fibres musculaires. En tout cas, on n'est pas raide après une grosse séance. Ok, génial. Donc, comme tu l'as dit, enfin, là, tu as résumé, moi, à chaque fois, ce que je répète, moi, aux athlètes que je suis, et puis même à tout le monde sur Insta, c'est les trois piliers. Tu as l'entraînement, parce que si tu t'entraînes pas, tu peux pas récupérer derrière. Tu as l'alimentation qui est hyper importante. Tu as parlé de cet apport en glucides toutes les 30 minutes, entre 30 minutes et une heure, selon ce que tu as dans la gourde ou quoi. Et en plus, en sport d'endurance, c'est d'autant plus vrai, quoi. Si tu donnes de l'essence en permanence, tu vois, sur un T24, là, tu t'en rends compte que si tu donnes en permanence, tu peux quasiment durer à l'infini. Après, tu as d'autres facteurs limitants, mais niveau énergétique, en tout cas, tu vas quasiment jusqu'à l'infini. Et tu as le sommeil qui est primordial. Allez, on est reparti pour le podcast avec Nico. Alors, on a eu décidément pas mal de péripéties dans ce podcast. Donc là, on tourne la suite 2 jours après. Il s'est Parce passé 10 que. ans entre les deux euh, podcasts. Donc, entre tentative de piratage de Nico pendant qu'on tourne le podcast, problème de connexion, problème technique, etc. Et du coup, on dépassait sur le timing. On a dû faire enfin la suite de ce podcast un peu plus tard. Mais comme on avait des éléments sur lesquels on voulait revenir et sur lesquels faut qu'on rentre dans les détails parce ils vont être hyper intéressants, on ne pouvait pas faire ça vite fait. Donc, on a pris le temps. Donc voilà, on était sur la partie sur la récupération. Donc on parlait notamment de nutrition et de sommeil. On disait que c'était hyper important. Ça faisait partie des trois piliers de l'entraînement, vraiment avec l'entraînement en tant que tel et du coup le sommeil, l'alimentation. Nico, tu nous disais que c'est vraiment quelque chose que tu mettais en place, tu faisais hyper attention. Et ma prochaine question pour toi, ça allait être, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu as toujours mis en place, par exemple quand tu étais dans les bassins en natation, ou alors tu as commencé à t'y intéresser et à être de plus en plus sérieux là-dessus quand tu as commencé à, on va dire, monter en niveau dans le triathlon? Ouais, écoute,
Je pense que c'est lié aussi à mon enfance d'avoir cette alimentation, je dirais très équilibrée aujourd'hui. J'ai grandi dans un petit village du sud-ouest, Sénac City Plage, pour ceux qui connaissent. Donc 230 habitants de 250. Et on a un grand jardin et mes parents ont élevé des oies, des poules, des lapins et deux cochons par an chaque année. D'ailleurs, on distribue le saucisson pâté à tous nos amis, ils sont bien contents. Et du coup, j'ai toujours eu dans mon assiette, depuis que je suis tout petit, ma part de glucides, que ce soit pâtes, riz, pommes de terre, ma part de fibres, légumes du jardin et la viande où on est presque autosuffisant dessus. Donc l'alimentation équilibrée, c'est en fait c'est tout à fait normal pour moi. J'y pense même pas. Donc pas de produits transformés ni rien. Et c'est du coup à l'âge de 27 ans encore aujourd'hui que bah, j'applique ces repères-là qui m'ont été inculqués par mes parents. Donc si ma famille écoute ce podcast, ils vont rigoler parce que j'étais même dans l'optique de pas mettre d'huile dans ma salade avant quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, j'étais vraiment hyper focus sur ma nutrition, pas du tout de grammage ni rien, mais juste je voulais manger sainement, contrôler ma provenance, contrôler si c'était transformé ou pas. Faut savoir qu'aujourd'hui je fais mon propre pain. On va plus à la boulangerie avec ma compagne. Je fais du pain tous les jours. Donc voilà. Et je pense que ça s'est développé petit à petit jusqu'à venir aujourd'hui où je fais mes propres gels sur le vélo. Donc il y a des recettes très très simples. Alors tout ce qui est en compétition, c'est un peu plus compliqué de manger des gels maison parce qu'on n'a pas l'emballage adapté. Mais en gros, ouais, c'est une partie que j'aime bien contrôler et faire. Et puis j'ai la formidable chance d'avoir un cordon bleu à la maison. Ma compagne cuisine de manière très très excellente. Moi, je suis gâté à table, mais Mm. gâté et, de manière équilibrée et sain. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, ouais, la nutrition, en tout cas, ça a toujours été ce fil-là. Et pour ce qui est du sommeil, moi, j'ai toujours énormément dormi, très adepte des micro-siestes. Et ça, bah, je le dois à mon papa qui, pareil, après le repas du midi, à, à 13h30, tu pouvais pas compter sur lui, quoi. Il était Mm. parti dans une autre pièce. Et ça, du coup, bah, j'ai hérité de ça et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, en tout cas, ce côté un petit peu plus extérieur de la performance, il est plutôt pas mal pour moi. Tout est perfectible. Mais dans ce sens-là, c'est cool pour la suite. Yes, donc c'est quelque chose sur lequel tu n'as jamais dû te contraindre. Ça a toujours fait partie de tes habitudes depuis tout petit. Ouais, Et, exactement. et Je me aujourd'hui, rappelle au pôle espoir, excuse-moi Thomas, je me non, rappelle dis-moi, dis-moi. au pôle espoir de natation, on avait une diététicienne, on a eu un rendez-vous pour savoir comment était, je crois que c'était notre petit-déj, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle nous améliore bah, le quotidien. Moi je lui dis, bah, je mange mes céréales, j'essaie d'avoir du pain complet, du miel, de la confiture maison, machin, et ben, un fruit. À l'époque, je buvais pas de café parce que j'étais plus jeune. Et bah, elle me regarde comme ça, mais elle me dit, bah c'est très bien. Tu vois, elle s'attendait à, bah, je mange mes céréales Lion, je mets du Nutella, Ouais. bah, je bois du jus d'orange, alors que c'est très bon, mais c'est ce Mm, que je faisais. Je ne faisais pas ça, donc tu vois, il y avait un lien aussi là-dedans. mm. Ouais, et en plus, je pense que plus tu développes ça jeune, plus plus tard, bah, tu favorises, bah, déjà, tu as aucun frein derrière ou aucun obstacle à du coup avoir une bonne alimentation derrière. Et on sait que derrière, c'est beaucoup plus dur de s'adapter quand t'es un jeune adulte ou un adulte. Et en plus, même pour ton développement physique, je pense, dans tes jeunes années, là où tu es une éponge, où tes cellules, elles marchent à fond pour te développer et tout, je pense que ça a une plus-value qui est énorme. Mais Et, carrément, carrément. et donc, tu as toujours eu cette bonne alimentation. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu essayes de mettre encore plus de précision là-dedans, c'est-à-dire, par exemple, en pesant tes aliments, en essayant de monitorer un petit peu ça? Par exemple, tu sais, on a parlé de l'apport en glucides pendant l'effort. Est-ce que c'est des choses que tu essayes de monitorer ou alors, toi, tu as tes points de repère et tu te fies plutôt à ça?
Ok, ouais, ça a jamais été dans mon état d'esprit de peser ce que je mange pour me contraindre, pour soit dans un maintien de poids ou de descendre en poids. J'ai toujours été dans mon poids de forme et je le marche en fait à l'assiette. Là encore ce midi, tu vois, je me suis servi le riz et j'ai anticipé ma faim et du coup, on est plutôt bon quand il s'agit de mesurer pour nous-mêmes parce que mon assiette était bien remplie, mais ça m'a suffi. Et je pense que du coup, c'est même plus pertinent, tu vois, de manger à satiété plutôt que de se restreindre. Après, je parle que du triathlon, hein. Il y a des sports où, comme la Mm, boxe, le judo, il faut de la mm, peser. Mais moi, j'ai jamais pesé ça. C'est pas du tout dans l'optique. Et pour répondre à ta question, si je mets un peu plus de précision là-dedans, je dirais que ça tourne même un petit peu à l'inverse, mais de manière très fine, avec le fait de vivre en couple, avec ma compagne qui, elle, aime bien, par exemple, le chocolat, aime bien les gâteaux. Et mm. on a, alors que j'aurais jamais acheté ça tout seul, tu vois, mais on a une tablette de chocolat noir. Et c'est bien, je pense que le vivre ensemble, ça permet de grandir ensemble. Par contre, on n'a toujours pas de gâteau industriel, mais on a les gâteaux de la Trinitaine, un Hmm. copain du Team Argon et l'arrière-petit-fils du créateur. C'est une biscuiterie très connue en Bretagne, et du coup, on n'a que des biscuits de la Trinitaine. Et ça, c'est un petit peu placement de produit. Kevin, vire-moi maintenant. Voilà. Incroyable. Ok, bon, top. Et après, toi, comme tu as une dépense énergétique qui va être énorme derrière, c'est pas forcément sur une question de poids, mais c'était plus voilà, pour savoir est-ce que tu faisais attention à, voilà, par exemple, ton nombre de glucides tu vois, autour d'une séance intense. Est-ce que tu vas te dire, bah là, moi, il me faut tant de glucides Ouais. en théorie, hein, on parle, hein, bien sûr, il y a un petit écart entre la théorie et la pratique, mais bon, aujourd'hui, on a quand même des données solides là-dessus. Mais est-ce que, voilà, autour de ma séance intense, je vais faire attention à consommer tant de glucides ou alors, bon, je sais qu'il me faut à peu près ça et je sais qu'avec cette quantité-là, avec mon expérience, je peux tenir mes séances. J'ai vachement évolué dans le domaine grâce notamment à un suivi un peu plus professionnalisé par mes entraîneurs. Euh, le grammage de glucides que je dois avoir à l'entraînement, je l'ai appris. J'étais plus comme monsieur et madame tout le monde, peut-être aller rouler 2 heures, manger une barre à 1 heure. Mais en fait, pas du tout. J'ai appris que si tu consommes des calories lorsque tu es actif, en fait, ces calories-là vont directement être brûlées et tu vas pas du coup te compenser enfin, tu vas pas perdre ton énergie que tu as stockée et ta récupération pour les jours d'après et enchaîner les séances sera que meilleure. Ça, je l'ai appris. Donc, du coup, maintenant, je sais exactement quel nombre de grammes de glucides je dois consommer par heure. Donc, par exemple, pour donner que ce soit un peu concret, sur une séance à vélo de 3 heures où j'ai une série à l'intérieur, toutes les 30 minutes, je vais consommer environ 30 à 40 grammes 35 grammes de glucides. Voilà, donc toutes les 30 minutes. Tout ça avec la boisson plus les barres et gels que je mange. Donc je tourne à 60-70 grammes de glucides par heure sur une grosse séance de 3 heures. Donc voilà, tu fais le calcul. Et ça, j'ai apprécié entreprendre une réflexion là-dessus, comprendre. Et maintenant, je fais gaffe énormément. Et mon coach, d'ailleurs, a compris que j'avais compris. Et du coup, est un peu plus, tu vois, est un peu moins insistant qu'avant. C'était combien tu as consommé? Ok, fais gaffe à ça. Maintenant, j'ai compris que c'était important. Et je me sens. Enfin, j'ai enchaîné des séances que je pensais pas pouvoir enchaîner aussi facilement. Ça part d'enjeux. Clairement, la nutrition pendant l'effort, à l'entraînement ou en compète, c'est la clé. C'est la clé. Mm. Mm. Et là, tu nous parlais Parmi les autres, hein. Ouais, oui, carrément. Et là, tu nous parlais du coup de 60-70 grammes par heure sur une séance. Tu vas avoir voilà, des intensités dedans. Est-ce que c'est le même grammage que tu vas prendre en compétition? Oui, parce qu'on sait il y a un entraînement qui se fait aux capacités de l'intestin et de tout notre système digestif finalement à absorber ces glucides.
ou alors ça va être un dosage différent en fonction de la course, en fonction de la distance? Alors ouais, du coup, c'est bien sûr une généralité, hein, les données qui sont fixées sur les fiches de course quand j'ai une compète. Mais en gros, on n'est pas du tout sur le même grammage, on est un peu plus haut, puisqu'il faut pas du tout être en dette. Donc là, par exemple, je te parle de 60 ou 70 grammes à l'entraînement sur une grosse séance. Les valeurs que j'avais sur le Frenchman à Carcan, ça tournait plus autour de 100 grammes, de 100 grammes, de 95 à 100 grammes de glucides par heure. Et pour faire le lien aussi avec le T24, sur la natation, sur les 4h12 du coup, avec le dernier tour, bah, j'ai consommé 650 grammes de glucides. Donc tu divises par 4, 4,1 et puis tu as le nombre de glucides par heure, tu vois. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus gros, mais pour entraîner ta flore intestinale à bien assimiler ça, il faut que ça soit les mêmes produits et qu'il y ait une augmentation juste un petit peu plus, un peu plus élevée, mais pas drastiquement et de changer complètement ta nutrition. Mais en tout cas, pour moi, j'ai jamais eu de problème gastrique en course lié à la nutrition, mais lié à l'apport caféiné, oui, j'ai fait des erreurs, notamment un rod sur mon premier full. Donc ça, faut faire gaffe, j'avais mangé que des gels caféinés. Donc c'était l'équivalent de 60 tasses de café que j'avais mangé sur toute la course. C'était n'importe quoi, tu vois. C'est pour te dire comment je pars de loin. Je pars de loin et j'ai appris à contrôler ça. Et je pense que tout à chacun a vraiment un petit travail à faire là-dessus, qu'on soit amateur ou professionnel, de se dire, OK, si je mets pas d'essence dans la voiture, elle va m'amener à un point A parce qu'elle a un peu de réservoir, mais si j'en mets pas plus, j'irai pas plus loin. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Carrément, surtout dans les sports d'endurance où on veut chercher à durer, il faut qu'on ait il faut avoir de l'essence, quoi. Et puis, Et différentes carrément, essences. est-ce que tu as compté ton nombre de glucides t'as compté toi ton nombre de calories que tu as brûlé en 24 je les ai pas heures avec tes comptés, séances mais que tu as cumulé ou pas? je les ai pas comptés, mais moi, j'étais sur une consommation. J'avais une barre de 30 grammes, 30 grammes de glucides toutes les 45 minutes, plus mes bidons avec des boissons qui allaient. Ça dépendait des fois. Au début, j'étais début et fin, j'étais sur un bidon, c'était 30 grammes de glucides. Donc, j'étais à un peu plus de 60 grammes par heure. Et des fois, dans mes bidons, j'avais un bidon, 60 grammes de glucides. Donc, j'étais un petit peu plus. J'ai mis ça vers le milieu. Mais après, souvent, si j'ai trop, ça peut être un petit peu dur. Et en plus, après, je peux avoir un peu du mal à manger, etc. Là où j'ai du mal à m'alimenter, c'est sur la natation. C'est sur la natation parce que moi, j'ai eu un peu. Et à chaque fois que j'ai nagé en mer, il faut que j'aille faire plus souvent du spécifique, aller nager en mer parce que j'ai le mal de mer quand je nage en mer. Et en fait, tu sais, j'avais un peu la nausée, j'ai eu mal au ventre, j'ai dû aller aux toilettes, mais pareil, tu vois, c'est comme tu l'as dit, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience. Et là, tu vois, j'avais du mal, j'avais mon père sur le côté qui me disait il faut que tu bouffes, mais en plus, tu sais, avec l'eau de mer et tout, j'avais pas envie de manger. J'avais pas envie de manger, mais il faut se forcer, tu vois. Et même les gels, c'était dur. Mais ça m'étonne pas parce que tu vois, en gros, ce qui se passe en natation, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que tu consommes un truc, mais en fait, tu te mets en position allongée après. Donc s'il est toujours dans ton oesophage ou en train de descendre, tu vas avoir une petite remontée acide et ça va pas bien se passer. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Mais si tu es vraiment curieux, regarde. Après, je sais pas si tu avais le cardio, donc ça va peut-être si être je un peu l'avais. éloigné de la vérité. Mais eh ben, parfait. Additionne ton nombre de calories brûlées en natation, en vélo et en course à pied, Ouais. et tu verras le chiffre est astronomique. Pour te donner un ordre d'idée, moi, je l'ai fait, c'est à peu près la même chose que j'ai brûlé au Touquet. J'ai brûlé 17 800 calories. Bon, c'est un gros chiffre, mais en gros, quand tu me rapportes à quelque chose de concret, un homme, il brûle environ, d'un normal lambda, 2100, 2200 calories s'il est au repos et qu'il ne fait pas d'effort dans la journée. Ça veut dire que ça fait une semaine et un jour de calories brûlées pour un homme normal.
S'imagine Ouais, le nombre de c'est choses qu'il énorme. faut consommer. C'est pour ça, si Ouais, tu mets rien ouais. dans le réservoir, bah, Mm. ça sert C'est, même à rien de prendre le départ, mm. quoi. Ouais, c'est énorme et c'est et même on le disait en off juste avant de reprendre l'épisode, c'est aussi pour ça que souvent on va avoir des fatigues prolongées après ce genre d'effort très très long, je pense, parce qu'on a tellement été tapé loin dans les réserves. Et puis si tu vas te réentraîner directement après ou même une semaine après, ou que tu n'as pas eu envie d'avoir un apport calorique suffisant après parce que tu te dis ah merde, faut quand même que je fasse attention parce qu'il y a encore, des fois, il y a encore ce truc de se dire il faut que je sois sec tout le temps, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, que même pour des sportifs d'endurance, pas besoin d'être sec toute l'année, mais tu peux avoir cette fatigue qui peut être prolongée, quoi. Donc, ouais, la nutrition avant, pendant et même après la course, hyper important, quoi. En fait, il faut retenir que c'est tout le temps. Voilà. Mmh. Ouais. Malheureusement, c'est déjà la fin de ce podcast avec Nicolas, dû à des raisons techniques sur la fin du podcast où l'audio notamment était inexploitable. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de la partie 2 avec Nicolas, si vous voulez qu'on retourne ensemble. Franchement, on avait abordé des points hyper essentiels comme la récupération, les blessures, l'entraînement et aussi la professionnalisation. Ça veut dire quoi être professionnel? C'est quoi le business plan concrètement à monter pour devenir pro en triathlon et comment on fait pour gagner sa vie tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de cette deuxième partie. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine avec Morgane pour l'épisode 2 sur la nutrition. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!